Quelque chose change aux États-Unis concernant la manière dont la guerre en Ukraine est présentée. Même le New York Times doit maintenant admettre que tout ne se passe pas comme prévu et que la relation entre l'Ukraine et les États-Unis n'est pas aussi heureuse qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, il y a non pas un ni deux, mais 3 articles différents dans le New York Times qui sont étonnamment révélateurs d'un changement dans la présentation de la guerre en Ukraine. Le premier à souligner est celui-ci. Le renseignement américain souligne les risques de permettre des frappes à longue portée par l'Ukraine. Il leur a fallu environ 2 mois pour souligner ce que tout le monde, dans la communauté des observateurs de la guerre en Ukraine, disait déjà, en particulier ceux qui ne soutiennent pas une escalade supplémentaire et qui n'aiment pas l'idée d'une guerre nucléaire, que, eh bien, peut-être que si vous frappez la Russie avec des missiles à longue portée, vous pourriez en fait provoquer une escalade de la guerre. C'est ce que dit ce rapport ici. C'est vraiment fascinant, encore une fois, parce que cela nous est transmis à travers l'idée que c'est du renseignement, que c'est quelque chose de tout nouveau qui est apparu. Seules les agences de renseignement auraient pu être assez intelligentes pour comprendre quels sont les véritables dangers de cette situation. Les agences de renseignement ont conclu que répondre à la demande de l'Ukraine d'utiliser des missiles occidentaux contre des cibles en profondeur en Russie pourrait entraîner des représailles vigoureuses sans pour autant changer fondamentalement le cours de la guerre. C'est précisément ce que des personnes comme John Mearsheimer et Jeffrey Sachs ont dit, ainsi que des personnes comme Alexander Mercouris et Alexander Christoforou. Tous ceux qui comprennent quoi que ce soit sur la façon dont cette guerre se déroule ont dit que même si vous donnez ces missiles à longue portée, ils ne feront pas de différence fondamentale sur le champ de bataille, car le problème de l'Ukraine n'est pas les missiles à longue portée, c'est le manque de personnel. Ils n'ont plus de soldats, ils n'ont plus d'infanterie, ils n'ont pas les outils nécessaires pour mener la guerre sur le champ de bataille. Leur donner des armes pour tirer au-delà du champ de bataille, soi-disant en quantité limitée parce qu'il n'en reste pas beaucoup, ne changera pas les réalités sur le terrain. Et maintenant, le New York Times nous dit que finalement, les agences de renseignement américaines très intelligentes l'ont compris. Ils disent aussi que cette évaluation du renseignement n'a pas été rapportée auparavant. Je veux dire, il a été absolument clair que le département de la Défense, que le Pentagone, n'était pas satisfait de ce plan. Cela est clair depuis environ 4 semaines. Et on nous vend l'idée que ce n'est que maintenant que l'intelligence a révélé ce fait. Apparemment, selon les mots du New York Times, le rapport minimise également l'effet que les missiles à longue portée auront sur le cours du conflit. Je trouve intéressant qu'ils utilisent le terme « minimise » et non « rapporte »,« affirme »,« dit que » ou « évalue que », mais « minimise ». Il semble donc que les personnes qui écrivent pour le New York Times gardent encore un peu d'espoir en elles, que peut-être les choses vont changer, et que nous allons obtenir des frappes de missiles à longue portée en plein cœur de la Russie, ce que ces personnes désirent tant. Mais il semble que la réalité s'infiltre également dans les bureaux des journalistes du New York Times. Le New York Times poursuit en disant que l'évaluation met en lumière ce que les analystes du renseignement considèrent comme les risques potentiels et les récompenses incertaines d'une décision à enjeu élevé. Les conclusions peuvent en partie expliquer pourquoi la décision a été si difficile à prendre pour M. Biden. Et encore une fois, le cadrage est que M. Biden est toujours aux commandes, ce qui est maintenant absolument clair qu'il ne l'est pas. Je veux dire, c'est tellement mignon de penser que ce vieil homme qui ne peut plus se présenter aux élections
qui est trop vieux pour se présenter, prend encore ses décisions. Mais cela montre pourquoi les personnes en arrière-plan, les Jake Sullivan et les Tony Blinkens, n'ont pas été approuvés, car il y a maintenant un sérieux désaccord au sein de l'administration, venant surtout du Pentagone, sur la sagesse d'une telle démarche. Donc, M. Biden n'a jamais reçu le feu vert, ou on ne lui a jamais tenu la main pour approuver ces frappes à longue portée. Et c'est le premier cadre. Le second, bien sûr, est que c'est une décision difficile et qu'elle n'a pas encore été prise. C'est toujours ainsi que cela a été rapporté ces 2 dernières années et demie, n'est-ce pas? Chaque fois que l'establishment néoconservateur veut intensifier ce qu'ils font, c'est qu'ils vantent, ils proposent une prochaine étape dans l'échelle de l'escalade, puis ils critiquent les décideurs politiques de ne pas avoir encore pris la décision, de tergiverser. C'est surtout ainsi qu'Olaf Scholz est critiqué en Allemagne, non seulement pour ne pas être décisif, mais pour ne pas prendre de décision. Chaque fois que la décision est prise de ne pas faire quelque chose dans ces médias et dans les cercles néoconservateurs, cela est présenté comme un « pas encore ». Mais encore une fois, je pense que c'est maintenant essentiellement la preuve ou l'indication que la lutte de pouvoir pour ces frappes de missiles à longue portée sur la Russie est pour une fois perdue, parce qu'il semble maintenant que nous avons trop de ces rapports disant que l'administration est en fait sérieusement préoccupée. Le rapport indique que les critiques de M. Biden et de ses conseillers disent qu'ils ont été trop facilement intimidés par la rhétorique de M. Poutine. Je veux dire, qui dans le monde voudrait croire qu'un État doté de l'énergie nucléaire et d'armes nucléaires utiliserait ces armes nucléaires? Tout cela n'est bien sûr que du saber-rattling, ce qui bien sûr n'est pas le cas. C'est jouer avec le feu. Et il est absolument clair que si vous tirez sur la Russie d'avant 2014 avec du matériel de l'OTAN, en utilisant des personnes de l'OTAN et des satellites de l'OTAN, alors la Russie essaierait probablement de faire quelque chose contre l'OTAN, n'est-ce pas? Le rapport loue également les dirigeants britanniques pour être plus décisifs. Et nous savons qu'ils ont été aux États-Unis la semaine dernière et ils voulaient pousser Biden à donner son accord. Mais apparemment, la Maison-Blanche a toujours dit non. Au moins, cet article clarifie probablement que cette discussion touche à sa fin. Le rapport indique que des responsables américains affirment que le GRU, l'agence de renseignement militaire russe, a été responsable de la plupart des actes de sabotage en Europe qui ont eu lieu jusqu'à présent. Si M. Poutine décide d'élargir la campagne obscure en réponse à l'utilisation de missiles américains et européens en profondeur en Russie, les responsables américains pensent que les Russes continueront à le faire de manière clandestine, plutôt que de mener des attaques ouvertes sur les installations et bases américaines et européennes pour réduire le risque de conflits plus larges. Celui-ci est assez intéressant. Je n'ai pas encore lu cette interprétation. Je veux dire, d'abord, ces allégations sauvages selon lesquelles la Russie mènerait ses attaques secrètes contre l'Europe et les États-Unis, alors que nous savons maintenant qu'Israël, bien sûr, a fait exploser toutes ces pages et mène des attaques ouvertes. Mais d'accord, nous n'avons pas entendu parler d'actes concrets de sabotage par la Russie en Occident depuis 2 ans. Mais d'accord, prétendons que c'est le cas, afin de vendre maintenant l'idée que les Russes pourraient intensifier cette tactique. C'est assez fascinant. Je ne sais pas pourquoi le New York Times n'approfondit pas la question de la menace nucléaire, mais apparemment, il y a des gens qui pensent aux États-Unis. Et peut-être qu'il y a quelque chose à cela, que frapper la Russie entraînerait des représailles asymétriques. Et qu'ils ont en fait peur de ces représailles asymétriques, qu'ils ont peur de ce que la Russie pourrait faire dans des domaines autres que les attaques cinétiques directes. Du moins pas des attaques cinétiques ouvertes et manifestes.
at least not open and overt kinetic attacks. So maybe there are strategic vulnerabilities. Peut-être qu'il y a des vulnérabilités stratégiques aux États-Unis, et peut-être aussi dans le système de l'OTAN, que la Russie pourrait exploiter si elle est poussée à l'extrême. Ce serait encore plus intéressant. Je n'ai aucune idée de ce que pourrait être cette infrastructure ou quelles pourraient être les tactiques de recherche et de rapport. Il y a eu des discussions sur le fait que la Russie pourrait essayer d'attaquer certains navires britanniques au Moyen-Orient parce qu'ils sont essentiellement des cibles faciles si des missiles Storm Shadow sont utilisés. Mais il me semble que cela indique que les États-Unis s'inquiètent également de problèmes dont nous n'avons pas encore parlé, qui sont en dessous du seuil d'une attaque nucléaire, mais qui pourraient être préjudiciables, et que les Américains savent que les Russes connaissent. Il serait intéressant d'en parler avec quelqu'un qui comprend mieux le sujet. Mais c'est le premier article qui affirme maintenant qu'un nouveau renseignement est apparu. Le second est encore plus intéressant, car il se connecte au niveau politique, affirmant que le pouvoir de star de Zelensky s'estompe sur Capitol Hill. Après 2 ans et demi, le dirigeant de l'Ukraine, qui parcourait le monde et était essentiellement reçu et traité comme une rockstar, est apparemment en train de perdre de son influence. Et je pense que c'est à peu près ce qu'il en est. Il semble que ces personnes commencent à réaliser que leur rockstar, leur nouveau Churchill et leur héros de cette guerre par procuration ne vont pas réussir. Il ne va pas gagner. Et s'il ne peut pas gagner, alors vous ne pouvez plus être trop étroitement associé. Mais vous ne pouvez pas l'abandonner du jour au lendemain. Cela aurait l'air mauvais, n'est-ce pas? Donc, c'est un effacement progressif. Apparemment, ils veulent progressivement éclipser M. Zelensky. L'article dit que M. Zelensky est largement considéré comme le défenseur le plus persuasif de l'Ukraine, doué dans sa capacité à surmonter les blocages partisans du Congrès, avec des appels à accélérer l'envoi d'armes et d'autres fournitures à Kiev. Eh bien, je veux dire, un homme très doué, n'est-ce pas? Well, I mean, a very gifted man, right? Because he keeps demanding more and more weapons. Again, this is this inversion that is. Parce qu'il continue de demander de plus en plus d'armes. Encore une fois, c'est l'inversion qui se produit, n'est-ce pas? C'est évidemment les États-Unis qui ont incité et poussé l'Ukraine dans la baïonnette des Russes et ont trouvé leur marionnette utile, littéralement un acteur, pas même au sens figuré, littéralement un acteur, pour jouer ce rôle. Et l'inversion consiste à dire que M. Zelensky a toujours eu tant de mal à obtenir ses armes et était une figure si persuasive, alors qu'en fait, toutes les tentatives de fortifier l'Ukraine, bien sûr, viennent directement des États-Unis et de l'OTAN. Mais cela change maintenant, dit l'article. Mais lorsque cette assistance militaire sera épuisée, le sort de l'Ukraine dépendra à nouveau en grande partie de la volonté du Congrès de continuer à renflouer le trésor de guerre de M. Zelensky. Donc je veux dire, après avoir reçu récemment une autre promesse de 8 milliards de dollars de la part des États-Unis, il devient clair que cela ne fait plus de différence. Et l'Union européenne veut également ajouter plus d'argent au trésor de guerre. Mais il s'impose dans l'esprit de ces gens que ça ne va pas fonctionner. Encore une fois, le problème n'est pas l'équipement, bien que cela ne se passe pas bien non plus. Le problème, ce sont les gens. Le problème est que la seule chose qui peut inverser le potentiel pour l'Ukraine, ce sont des bots de l'OTAN sur le terrain. C'est la seule chose, à ce stade, qui pourrait sauver ce développement. Et c'est quelque chose auquel l'OTAN a de nouveau dit non. Apparemment, il est devenu clair que cela signifie que l'Ukraine est en train de perdre et que cette guerre est perdue. Maintenant, cela fait partie de la préparation pour vendre la fin infructueuse de la guerre. La guerre se terminera maintenant, d'une manière qui, pendant les 2 dernières années et demie, a été présentée comme une catastrophe absolue. Et ensuite, ce sera le tour de l'Europe. La seule autre option
est de véritables négociations et un désengagement. L'article, bien sûr, essaie de dire que M. Zelensky a également commis quelques erreurs tactiques, qu'il a fait preuve de favoritisme de l'autre côté de l'allée, et qu'il n'y a pas de critique de la part des républicains. Notant que Zelensky a visité cette usine de munitions dans un État clé, soutenant essentiellement les démocrates. Et bien sûr, M. Zelensky a en fait une brouille avec Trump, et J.D. Vance les a critiqués ouvertement tous les deux. Et les républicains n'aiment évidemment pas beaucoup cela. Cela ajoute maintenant au casse-tête et à la tournure politique que le New York Times doit nous donner sur ce qui va se passer ensuite. Il termine sur quelque chose de légèrement, positivement délirant. Lorsqu'on lui a demandé s'il, M. Zelensky, pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie, M. Zelensky a répondu par l'affirmative « Bien sûr, nous devons le faire ». Eh bien, c'est à peu près la seule chose avec laquelle je suis d'accord, que cette guerre doit absolument se terminer, et que M. Zelensky a la possibilité, s'il supprimait ce décret, qui lui interdit de négocier avec Vladimir Poutine, de réellement s'asseoir. Et il semble que ce scénario devient de plus en plus probable, parce que M. Zelensky est maintenant également publiquement en colère contre les dirigeants occidentaux pour ne pas avoir adopté son plan de victoire. La chose qui est sortie depuis quelques jours, le plan de victoire de Zelensky, qui consiste essentiellement à ce que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, et que l'OTAN invoque ensuite l'article 5, et que l'OTAN envoie des troupes sur le terrain, remportant ainsi la victoire sur la Russie et effrayant la Russie jusqu'à la soumission. Et cela ne se produit apparemment pas. Et Dieu merci, ce n'est pas le cas. Nous n'en avons pas encore fini, mais il semble jusqu'à présent que, également sur le plan narratif, nous sommes préparés à avaler cette pilule très amère pour les personnes qui ont vanté cette guerre tout le temps. Le dernier article de cette série va essentiellement dans la même direction. Kamala Harris vient de rencontrer M. Zelensky, anticipant un transfert des crises mondiales. C'est intéressant parce que Kamala Harris a essayé d'éviter Zelensky et la guerre en Ukraine chaque fois qu'elle le pouvait, depuis qu'elle est devenue la candidate du Parti démocrate. Dans beaucoup de ces discussions, elle n'a pas participé. Elle n'a pas fait partie de la réunion avec les Britanniques l'autre jour. Du moins, je pense. Non, elle n'était pas là. Je pense qu'elle n'était pas là. Je veux dire, elle n'en a pas parlé. Elle a été assez silencieuse sur l'Ukraine autant que possible, ce qui est logique si vous voulez pouvoir vous distancer des erreurs de l'administration précédente, dont vous faites partie intégrante en tant que vice-présidente. Mais d'accord, c'était la stratégie. Et maintenant, il semble qu'elle ait été presque forcée de discuter réellement de l'Ukraine pendant que Zelensky était à Washington. On peut lire entre les lignes que ce n'est pas quelque chose dont elle est très heureuse, parce qu'elle réutilise simplement ses phrases toutes faites, et dans le style typique de Kamala Harris, les rend encore pires. Elle a dit qu'elle s'assurerait que l'Ukraine l'emporte dans la guerre, ajoutant que le président Vladimir Poutine de Russie pourrait mettre fin à la guerre demain. Cette phrase a maintenant 2 ans et demi. Elle ne vieillit pas beaucoup plus que ça. Et puis écoutez celle-ci. C'est fantastique. Discours fantastique de Kamala Harris. L'histoire est si claire pour nous rappeler, a déclaré Mme Harris. Les États-Unis ne peuvent pas et ne devraient pas s'isoler du reste du monde. L'isolement n'est pas une isolation. Oui, Mme Harris, l'isolement n'est pas une isolation. Et l'isolement n'est pas non plus une insonorisation ou un blindage ou une étanchéité. Combien de phrases stupides quelqu'un peut-il créer? Je veux dire, à ce stade, c'est assez triste. Je veux dire l'idée que pas... I mean, by now, this is pretty sad. I mean, the idea that not fighting in a foreign war and that not combattre fighting a proxy dans une guerre étrangère
et ne pas mener une guerre par procuration avec une puissance nucléaire. Être assimilé à de l'isolationnisme, c'est au-delà du risible. C'est en fait assez triste. C'est vraiment triste, parce que c'est l'un des récits qui a été utilisé pour, vous savez, se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais vous voyez à quel point cela devient stupide. Et je ne sais pas si l'isolation n'est pas une isolation, et la stupidité de Kamala Harris, ou si c'est un discours d'un rédacteur, probablement un rédacteur. C'est juste comme, qui a l'idée que l'isolation n'est pas une isolation? Qui a l'idée que c'est une bonne idée? Pour lui rendre justice, cependant, c'est au moins quelque chose que je n'avais pas entendu auparavant. To give her credit, though, it's at least something I haven't heard before. So, the article continues on other matters. L'article continue sur d'autres sujets, mais ce sont essentiellement les 3 articles qui me disent que nous approchons d'une nouvelle phase de cette guerre. Il est maintenant clair, et c'est politiquement clair, et cela devient politiquement dur, et sans racines, que la guerre ne peut pas être gagnée de la manière dont l'Occident collectif l'avait anticipé, et qu'il doit maintenant y avoir un changement. Et le changement doit venir pour les marionnettes en Ukraine. Pour M. Zelensky, peut-être préparer un gouvernement en exil, peut-être préparer un transfert d'une certaine manière localement, mais certainement se préparer maintenant à une défaite militaire et à ce que cela signifiera ensuite. Nous attendrons de voir ce qui se passe. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. We'll wait and see what happens. Thank you for joining me today. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.